veux y aller. Maître, bonjour et merci de nous accueillir pour cette interview aujourd'hui sur l'histoire du XXe siècle au Vietnam. Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, nous allons commencer par faire votre connaissance et vous interroger sur votre parcours d'abord professionnel, de formation, et ensuite votre orientation idéologique politique. Quel était votre choix? Voilà. Tout d'abord, je faisais mes études de droit pour devenir avocat à 25 ans. Mais j'ai une tendance assez nette à faire de la politique. C'est pour cela que je suis rentré dans la vie politique à 29 ans. J'ai réussi à avoir un poste de député à l'Assemblée nationale à 29 ans. Et quant à mon orientation politique, je suis penché vers une sorte de je ne dis pas socialisme, hein, dans le sens du terme socialisme marxiste, non. Une sorte de socialisme, de social-démocratie, comme l'on entend maintenant en Occident. Pour cette raison, je suis entré dans le Parlement et on m'a élu comme président du groupe parlementaire indépendant, social-démocrate. On appelle ça en vietnamien Liên minh xã hội, c'est-à-dire alliance socialiste, mais à vrai dire, c'est social-démocrate. Alors, justement, pour situer votre époque de vie politique active déjà, est-ce que vous pouvez nous relater le contexte déjà familial qui vous a orienté vers cette participation active et votre prise de position politique, c'était dans quelles années et sous quel régime? J'aime bien la vie politique, peut-être à cause de mon origine. Mon père était mandarin de l'école d'Anna, dans de bons vieux temps, quoi. Et j'ai appris à connaître l'organisation de la cour impériale, hein, de telle façon que à 20 ans, 25 ans, je connais parfaitement les structures gouvernementales du temps de l'Empire d'Anna. Et ensuite, j'ai fait mes études de droit, hein, pour espérer devenir un jour juriste, puis homme politique. Parce que ces deux branches se rapprochent l'une de l'autre. Voilà la raison fondamentale qui me pousse vers la politique. Voilà. Vous avez été élu parlementaire vers quelle année? Je suis élu député en 1959. C'est la deuxième législature de la République du Vietnam. Sous quel gouvernement? À cette époque-là, c'était le gouvernement gaullésien de la Première République du Vietnam. Vous savez que la Première République du Vietnam a débuté en 1956, date de la promulgation de la première constitution vietnamienne. Donc, par l'expérience familiale, votre père a dû vous parler des principaux mouvements pour l'indépendance du Vietnam qui existent déjà depuis la fin du XIXe siècle. Qu'en avez-vous appris? J'ai appris l'histoire du Vietnam, surtout la période de troubles,
ou les révolutions vietnamiennes contre la domination française. Hein. Je l'ai appris depuis mon bas âge. D'une part dans des livres et d'autre part d'après ce que m'a raconté mon père. Donc ça m'a donné une stimulation hein, tout à fait naturelle. Il me pousse vers des études de droit pour entrer prochainement dans la vie politique. Voilà. Quelle était votre connaissance au début du XXe siècle des différents mouvements pour l'indépendance? Pour le XXe siècle, je crois que les mouvements de révolution vietnamienne contre la domination française a commencé, je crois que vers la fin du XIXe siècle plutôt. C'est-à-dire que après la prise de Hue, capitale du Vietnam, les lettrés du Vietnam, on appelle ça les lettrés, c'est-à-dire la classe mandarinale, tout ça, forment une ligne de résistance qui s'appelle Can Vo. Can Vo, c'est-à-dire proche du roi, quoi, si l'on le traduit textuellement. Mais c'est une sorte de résistance. Après le traité de protectorat franco-vietnamien de 1885. Mais il y a des résistants. Ces résistants-là sont un peu partout, dans le nord-Vietnam et le centre-Vietnam. Un certain nombre de résistants se trouvent aussi au sud-Vietnam. On appelle ça le mouvement Can Vo, c'est-à-dire qui sont proches du roi et qui veulent résister à la conquête française. Et ça a duré environ une quinzaine d'années. Voilà. Alors viendrait après la révolution et le mouvement de rébellion qui commençait au début du XXe siècle. Voilà. On va assister à la fondation du Parti communiste vietnamien en 1930. Tout d'abord, on appelle ça le communiste indo-chinois. Et après, transformé en communiste vietnamien. C'était en 1930, la date de ma naissance. Avec ça, le mouvement du Parti nationaliste vietnamien, Quốc Dân Đa, dont le leader, Nguyễn Thái Học, est décapité par les Français après un soulèvement qui n'a pas réussi. Lui et les 12 autres partisans du mouvement furent décapités dans le Tonkin, à Yên Bai. Ensuite, on a aussi assisté à la multiplication des mouvements d'indépendance, hein, dont on se souvient du fameux Phan Bội Châu, hein, voilà, et d'autres réformistes comme Phan Chu Trinh, hein, voilà. Et ensuite, avec le temps, d'autres mouvements voient le jour, comme le Grand Viet, le Dai Viet, hein, en 1945, voilà, avec le fondateur Truong Tử Anh, liquidé après par les communistes. Mais parmi ces mouvements nationalistes, le plus organisé devait être le Parti communiste indo-chinois. Pourquoi il est bien organisé? Parce qu'ils font partie du comité, c'est-à-dire du mouvement communiste mondial, international. Et que le fondateur et le leader de ce mouvement, Ho Chi Minh, est un cadre communiste issu d'une école de formation à Moscou. Selon vous, quelles étaient
relations entre les différents dirigeants des mouvements nationalistes non communistes et Ho Chi Minh, en sachant que Ho Chi Minh a eu une formation aussi à Huế, au Courant. Et même s'il n'était pas dans les mêmes générations qu'au Phan Bội Châu, il y a eu cette mobilisation Cần Vương qui les a stimulés. Et selon vous, qu'est-ce qui a motivé le changement d'orientation de Ho Chi Minh? Ho Chi Minh a débuté sa vie comme un Vietnamien qui a un certain esprit de lutte pour le Vietnam, hein, lutte contre les Français. Hein, va comme ça. Hein. Mais en arrivant en France, il a subi l'influence des socialistes français, la deuxième LSFIO, et il a participé au congrès des socialistes en 1920. Ensuite, il est devenu cadre du Parti communiste, hein, quand il y a une scission entre le Parti communiste français et le Parti socialiste, hein, le congrès de Tours en 1920. Et à partir de cette date-là, Ho Chi Minh est devenu un cadre communiste français. Ensuite, il est parti en Union soviétique, hein, pour entrer dans une école de formation de cadre. Après quelques années de formation de cadre en Union soviétique, il est reparti en Asie, en Chine, avec la mission d'organiser des structures communistes en Asie, du Sud-Est, de la Chine et le Vietnam et l'Indochine. C'est son parcours politique qui fait de lui un des leaders communistes dans le Sud-Est asiatique.